Alors, il s'agit d'une histoire politique du pantalon, donc un titre un petit peu inhabituel, hein, puisqu'on rapproche rarement le vêtement de sa codification, de sa valeur politique. Et j'appréhende cette histoire à travers le genre, donc les codifications en fonction du genre. Le pantalon, c'est bien évidemment un symbole de masculinité et de pouvoir. Et les femmes ont eu le plus grand mal à accéder à ce vêtement qui symbolise pour elles et la liberté et l'égalité des sexes. Donc je retrace cette histoire de la Révolution française à nos jours, en essayant de montrer ce que le pantalon a d'abord représenté pour les hommes, puisque les hommes des classes aisées portaient jusqu'à la Révolution la culotte. Le pantalon, la culotte longue était portée par les hommes du peuple. Donc on a une première révolution vestimentaire du côté des hommes. On passe à un régime vestimentaire bourgeois pour les hommes avec le costume qu'on connaît encore aujourd'hui, très uniforme, simple, austère du côté masculin. Et j'observe ce qui se passe à partir de la Révolution pour les femmes. Pourquoi les femmes, en quelque sorte, restent dans un ancien régime vestimentaire. Pourquoi elles restent le seul sexe paré, le beau sexe, mais sans pouvoir et sans pantalon. Donc cette conquête du pantalon par les femmes, elle a été très difficile, très longue. Il y a eu beaucoup de résistance et ce sont ces résistances que je retrace et aussi les audaces de femmes qui au 19e, au début du 20e siècle ont aidé l'ensemble des femmes à conquérir la possibilité de porter le pantalon. Alors c'est un livre qui, pour moi, a mûri pendant une vingtaine d'années. Je me suis toujours intéressée à la codification du genre et à sa transgression dans différents domaines. Donc là, il s'agit du domaine vestimentaire. La conquête de l'égalité pour les femmes s'accompagne toujours d'une grande peur de l'indifférenciation des genres et d'une masculinisation des femmes. Donc c'était très intéressant de l'observer pour le vêtement, c'était quelque chose de neuf et qui synthétisait pour moi pas mal d'aspects de mes recherches. Et puis pourquoi ce livre? Parce qu'il me semble qu'il a une grande actualité, qu'on se pose aujourd'hui beaucoup de questions sur les limites de la liberté vestimentaire, qu'on a encore du mal à intégrer ces libertés fraîchement acquises en fait dans les années 68. Il y a aujourd'hui beaucoup de problèmes dans les collèges avec les filles qui n'osent pas porter de jupe. Donc on a une modification du sens de la jupe et du pantalon de nos jours. Et avoir recours à l'histoire, ça aide à comprendre un peu ces changements très, très récents, très, très rapides et assez radicaux, hein, puisque pendant des siècles, on a estimé que les femmes devaient porter un vêtement ouvert. C'était un vêtement qui leur était imposé. Et les hommes avaient le privilège de porter des vêtements fermés, pantalons ou culottes. Et c'était un élément important de la différenciation des sexes. Et ça a changé à la fin du XXe siècle. Donc c'est quelque chose d'important, hein, qui accompagne vraiment toutes les transformations sociales, politiques, culturelles autour du rôle, du statut, des images des hommes et des femmes dans la société. Alors sur la nouveauté du livre, elle est assez évidente, quoi. Je crois que j'apporte une lecture nouvelle dans l'histoire du vêtement, hein, et aussi dans l'histoire de la formation du genre, des transformations du genre, des progrès de l'égalité. C'est sans doute aussi nouveau de démultiplier les sources d'information comme je le fais, d'utiliser des images, des textes littéraires, des textes de loi, voilà, le maximum de sources pour comprendre cette histoire. Beaucoup d'images, beaucoup de caricatures, beaucoup.
parce qu'on s'est beaucoup moqué de ces femmes qui voulaient porter le pantalon. George Sand, par exemple, a été très sévèrement caricaturé avec ses pantalons, son cigare, et beaucoup d'autres femmes. Donc le port du pantalon est traditionnellement associé pour les femmes à l'ambition de la politique, à l'ambition de devenir citoyenne et au refus de leur citoyenneté. Cette revendication au XIXe siècle, elle est jugée folle, ridicule, des femmes citoyennes. Et ces femmes citoyennes, et puis plus tard les féministes, on les représente très volontiers habillées en homme, habillées en pantalon. Donc pour moi qui suis une historienne du féminisme, c'est une autre manière de parler de l'histoire du féminisme à travers sa représentation vestimentaire, en fait. Et ça, c'est très nouveau. On n'avait pas associé la cause des femmes, le féminisme et les changements vestimentaires aussi systématiquement que je l'ai fait. Alors cette recherche sur le long cours m'a réservé beaucoup de belles surprises, mais je crois que la meilleure a été le contact avec l'ancien préfet de police de Paris, Maurice Grimaud, préfet de police de Paris en 1968. Et donc je m'étais intéressée à lui parce qu'en 1968, il refuse d'abolir l'ordonnance de police qui interdit aux femmes de s'habiller en homme, donc de porter le pantalon. Ça me paraissait totalement anachronique. Un an après mai 68, de refuser de libérer le droit des femmes à porter le pantalon. Ce préfet de police était réputé progressiste, donc j'avais vraiment, j'étais en panne d'inspiration pour comprendre son geste conservateur. Puisqu'il avait répondu, on ne sait jamais, les changements de la mode peuvent nous réserver des surprises, méfions-nous. Et il a eu la gentillesse de répondre à ma lettre en expliquant, oh, vous savez, j'ai honte de vous l'avouer, mais je préfère les femmes en robe. Et je trouve qu'une femme en pantalon, c'est laid. Et j'avoue, oui, j'avoue que mes considérations, mes goûts personnels n'auraient jamais dû interférer avec ma prise de décision en tant que préfet de police. Donc c'était dit sur un ton amusant, sincère, et puis je me suis dit vraiment à quoi ça tient ce genre de décision. Et puis j'ai arraché cet aveu juste avant son décès, donc c'était un drôle de sentiment, quoi. Si je n'avais pas eu l'idée d'écrire à ce vieux monsieur, on serait resté finalement sans explication sur ce refus en 1969. Et puis il y en a eu d'autres, plus récemment, un préfet de police de Paris il y a 2 ans, en 2010, qui dit qu'il a mieux à faire que de l'archéologie législative et qui dit qu'il s'occupe de choses sérieuses comme l'aide aux femmes battues et qu'il ne s'intéresse pas à des sujets aussi futiles que abolir l'interdiction pour les femmes de s'habiller en homme. Et voilà, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ça avait une forte dimension symbolique, cette interdiction. Que autrefois, eh bien oui, les femmes étaient contraintes de porter ce vêtement qui les désignait comme femmes dans l'espace public et qui, à ce titre, allait avoir plein de conséquences. Par exemple, être reconnue comme une ouvrière et payée comme une ouvrière, c'est-à-dire moitié moins qu'un ouvrier au XIXe siècle. C'est la raison pour laquelle des femmes se sont travesties en hommes et ont pu doubler leurs gains au XIXe siècle. J'ai trouvé des histoires comme ça à la préfecture de police. Ça aussi, c'était un bon moment de rencontrer les vies de ces femmes qui avaient osé prendre une identité d'homme pour vivre mieux, vivre plus dignement, sans passer par la prostitution, par exemple. En même temps que ce livre sur le pantalon, j'ai écrit un livre sur la jupe. Donc ça, c'est déjà derrière moi, mais je recommande la lecture des 2 ouvrages en même temps.
Je m'intéresse toujours beaucoup à l'histoire du féminisme, hein. Je dirige un dictionnaire des féministes de la Révolution à nos jours qui va paraître aux presses universitaires de France, qui compte 550 notices. C'est un très gros travail que je fais aussi avec ma casquette de présidente de l'association Archives du féminisme, en lien avec la bibliothèque universitaire d'Angers, où il y a un centre des archives du féminisme. Donc voilà, l'histoire du féminisme en France est toujours un fil conducteur de mes recherches. Et puis j'aimerais aussi, j'ai commencé à travailler sur les scandales littéraires ou les pièces de théâtre qui ont fait scandale parce qu'elles abordaient d'une manière progressiste la transformation des mœurs. Fin 19e, début 20e, on peut parler à ce moment-là d'une première révolution sexuelle. Et j'aimerais mieux comprendre comment fonctionne la scandalisation, hein, avec des controverses dans la presse autour de ces questions de facilitation du divorce, de droit des jeunes filles à avoir une sexualité, par exemple.